C'est extraordinaire de se trouver ici, dans cette nature sauvage de la Tasmanie, aux confins de la planète, et de réaliser que c'est ici qu'a été créé pour la première fois un parti écologique. C'est d'ici que ce mouvement s'est propagé ensuite à travers le monde. Un événement d'autant plus surprenant qu'il se déroule sur une île forgée par la violence coloniale. La Tasmanie, au sud de l'Australie, a été exploitée, dévorée pour ses ressources au profit de la mère patrie britannique. Une terre où les peuples aborigènes ont été décimés, leur culture effacée, leurs liens sacrés à la nature engloutis. Face à cette histoire brutale, une poignée d'hommes et de femmes se sont levés à la fin du XXe siècle. Aimantés par la force des paysages, ces porteurs d'utopie sentent qu'ici, contrairement au reste de l'Australie, il y a encore quelque chose à sauver, qu'il n'est pas trop tard pour se battre, pour les rivières, les forêts, pour transformer la société. Tout commence au lac Pedder. Aujourd'hui, cette étendue d'eau creusée dans les reliefs du sud-ouest de la Tasmanie n'existe plus. À sa place, un immense réservoir artificiel inonde la vallée. Sous ces eaux, c'est toute une beauté fragile qui a disparu. Le lac Pedder était le joyau de cette région. Il jouissait d'une renommée internationale, ce qui lui a valu d'être classé parc national dès 1955. Il possédait une plage de quartz rose pâle, assez vaste pour permettre l'atterrissage de petits avions. Les eaux du lac, teintées de tanin, reflétaient la chaîne des Franklin en arrière-plan. Une plaine de button grass menait au lac. On la traversait à pied. On montait sur les hauteurs et en se retournant, on découvrait le lac en contrebas. Pour tous ceux qui viennent alors le contempler, artistes, photographes, randonneurs, le lac Pedder inspire, nourrit. Il est comme auréolé de sacré. Mais en 1967, l'Australie, dont la Tasmanie fait partie, prend la décision brutale de retirer au lac son statut de parc national et d'y construire un barrage. En Tasmanie, la politique était dominée soit par le Parti travailliste, soit par le Parti conservateur. Mais aucun des deux ne considérait l'environnement autrement que comme une ressource gratuite. Pour les deux camps, l'exploitation des ressources était le moteur de l'économie. Et le seul véritable débat portait sur la manière de se partager les profits issus de la destruction de la nature. Il régnait encore un fort instinct colonial. Ceux qui étaient sauvages étaient vus comme une terre du diable, qu'il fallait dompter, soumettre à l'ordre colonial. C'est exactement ce qu'a entrepris la Commission hydroélectrique. Toute rivière qui coulait librement était une rivière à barrer. Et ici, dans cette nature si reculée, les ingénieurs ont rêvé grand, créer la plus vaste étendue d'eau de tout l'hémisphère sud. Face à ce projet de 240 km² qui engloutit la vallée, des milliers de voix se lèvent. Mais les pétitions et les manifestations n'y font rien. Les travaux continuent inexorablement. La disparition du lac Pedder a scandalisé de nombreux Tasmaniens et un groupe de citoyens a déclaré « ça suffit ». En 1972, un tout nouveau mouvement politique est né, le United Tasmania Group. C'était le premier parti écologiste au monde. Il est donc né en réaction à la construction de ces barrages. Le mouvement était encore modeste, formé lors d'une réunion publique dans une salle municipale comble. Un groupe d'une centaine de personnes à peine, mais déterminés. Des étudiants, des artistes, des rêveurs. Beaucoup sont venus d'ailleurs ou revenus de voyage. Ils voient la Tasmanie comme un Éden encore préservé, loin de l'Europe, de l'Amérique, ou même du reste de l'Australie déjà industrialisée, trop abîmée. Parmi eux,
une figure émerge bientôt, Bob Brown. Jeune médecin australien, il revient des États-Unis marqué par les grands mouvements citoyens. Quand je suis arrivé en Tasmanie, j'ai rencontré les défenseurs du lac Peder, ceux qui s'étaient battus pour le sauver et qui avaient perdu. J'ai été frappé par leur énergie, leur esprit, leur bon sens, et surtout par leur générosité, piétinée par l'énorme machine de la commission hydroélectrique. Peu de temps après, on m'a proposé de descendre la rivière Franklin en raft, et j'y suis allé. Ces 2 semaines ont bouleversé ma vie. C'est un endroit d'une beauté stupéfiante, avec toute une faune, des aigles de mer, des ornithorynques, des gorges, des cascades, des pins huons millénaires. Et tout cela allait disparaître pour produire une quantité dérisoire d'électricité. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai repris mon activité médicale en me disant que je gagnerais de l'argent pour soutenir les militants. Mais au bout d'1 an ou 2, il est devenu évident que je devais m'engager pleinement dans la campagne. Pourquoi continuer à détruire la nature pour produire de l'électricité, pour construire davantage d'usines de fabrication de pilules pour les médecins qui remplissent des ordonnances? Il fallait trouver une autre solution. C'est pourquoi je suis devenu écologiste, c'est-à-dire un docteur en médecine préventive. Quand un barrage menace la rivière Franklin, celle-là même qu'il avait parcourue en raft, Bob Brown prend la tête du combat. Calme, réfléchi, il incarne une manière d'agir inédite, mêlant désobéissance civile, attention médiatique et action politique. Il sait que cette bataille ne se gagne pas seulement sur le terrain, mais aussi au Parlement. J'ai perdu les 4 premières élections, mais en 1983, j'ai été arrêté pour avoir manifesté pacifiquement devant les bulldozers qui construisaient le barrage sur la rivière Franklin. Et grâce à une bizarrerie du système électoral tasmanien, le jour même où je suis sorti de prison, j'ai été élu au Parlement de l'État de Tasmanie. Ce que je peux vous dire, c'est que la prison était un endroit bien plus accueillant que le Parlement, qui était rempli de partisans du barrage, qui voulaient inonder la rivière Franklin, alors que moi je voulais la sauver. Et cette maison, cet endroit, était comme un ancrage, un refuge, un lieu auquel revenir. Elle est située au pied de la montagne, au bord de la rivière, non loin des cascades. J'en ai toujours gardé une photo dans mon portefeuille. Le député vert bouscule les codes politiques. Il introduit l'écologie dans un paysage dominé par les grands partis et fait preuve d'une intégrité rare. Après le Parlement de l'île, Bob Brown parvient à se faire élire à Canberra, la capitale de l'Australie. En 1996, il devient l'un des tout premiers sénateurs verts du pays. Nous avons utilisé notre pouvoir pour obtenir d'énormes avancées environnementales qui ont contribué à faire de la Tasmanie un bastion de la nature sauvage, de la nature vierge encore présente dans le monde. Et cela crée bien plus d'emplois que l'exploitation forestière ou minière qui détruit la nature. Car les gens viennent dans la nature pour la voir. Donc l'industrie hôtelière, l'hébergement, le tourisme, cet attrait pour la nature sauvage devient le moteur de l'économie et de l'emploi en Tasmanie. Et les sondages d'opinion montrent que 80% des gens veulent que l'exploitation des forêts indigènes cesse. Si le Parti vert parvient à mettre fin au projet de barrage sur la rivière Franklin, à préserver des écosystèmes menacés, c'est grâce aussi à des femmes et des hommes déterminés qui œuvrent sans relâche sur le terrain. Au début des années 2000, la vallée de la Styx devient le cœur de la résistance. Sa forêt est foisonnante, profonde, peuplée d'arbres géants, mais envahie alors par les tronçonneuses qui menacent chaque parcelle de terrain. C'est une magnifique forêt primaire. Derrière moi, il y a un eucalyptus regnante, vieux de plusieurs centaines d'années. C'est la plus haute plante à fleurs de la planète.
Une partie de cette forêt était exploitée pour faire des copeaux de bois. On les exportait depuis nos ports juste pour en faire du papier, alors qu'il s'agissait de forêts d'une importance capitale pour la faune. De nombreuses espèces en dépendent. La perruche virevoltante notamment a été au bord de l'extinction. Elle ne se reproduit qu'en Tasmanie. Ça a consterné la population qui a réclamé que les forêts soient protégées. La bataille a été féroce. Il y avait des gens qui s'étaient installés dans la forêt, qui vivaient dans les arbres. Il y avait une tree sitter, Miranda, qui a passé toute une année à camper dans un arbre. En termes de durée passée dans les arbres, je pense que la Tasmanie est le numéro 1 au monde. Au bout de 13 années de lutte, les écologistes peuvent crier victoire. Une partie de la forêt de la Styx est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Aussitôt, son exploitation est arrêtée. Mais ce compromis a un prix. Certaines parcelles ont été exclues de la zone de protection au nom des intérêts économiques et des pressions des industries forestières. À quelques mètres d'un secteur protégé, la forêt continue de tomber et la terre d'être nettoyée pour être ensuite replantée de monocultures industrielles. Il n'y avait pourtant rien de différent dans cette parcelle-là. C'était une magnifique forêt d'eucalyptus qui avait simplement été exclue de la zone classée au patrimoine mondial. Non seulement ils ont été abattus, mais un hélicoptère est passé ensuite pour déverser un produit semblable à du napalm qui a brûlé tout ce qui restait. Dans ce corps à corps incessant, les militants verts reçoivent désormais un renfort salutaire, celui de descendants des peuples autochtones. Dépossédés de leurs terres depuis 200 ans, les aborigènes de Tasmanie voient dans les parcelles destinées à la coupe non pas des zones interdites d'accès, mais les territoires parcourus par leurs ancêtres. À l'image de Jim Everett, arrêté en mars 2024 pour avoir proclamé un autre rapport à la propriété. Nous vous avertissons, si vous ne quittez pas immédiatement les lieux comme demandé, vous commettez une violation de propriété privée, ce qui est un délit. Comprenez-vous cela? Seulement en vertu de la loi coloniale. Or, ceci est un territoire qui relève de la loi aborigène. Oui. Je suis le gardien de cette loi. Il n'y a donc pas de juridiction contre moi. Voilà. Ok. Telle est ma déclaration. Je vais donc vous arrêter pour violation de propriété privée, Jim. Comprenez-vous cela? Oui. D'accord. Faites attention où vous marchez. Il faut rappeler que la loi en Australie est en réalité celle que les peuples aborigènes ont forgée et respectée. C'est une loi qui a permis de préserver la vie et de la faire prospérer. Et tous ceux qui vivent ici ont la possibilité de renouer avec cette loi. Mais si nous détruisons ce qui nous donne la vie, ce qui capte notre eau, ce qui empêche les incendies catastrophiques, alors que sommes-nous en train de faire? Il est temps de choisir une autre voie. Il est temps, aujourd'hui, de choisir une autre voie.